Merci, monsieur le député. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à madame Bérangère Poletti. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous voici aujourd'hui au bout d'un parcours parlementaire particulièrement long pour ce texte. Je rappelle que la rapporteure, madame Pinville, à cette époque, a été nommée en avril 2014 par la commission des affaires sociales. Cette dernière version du projet de loi a fait l'objet d'un accord de la commission mixte paritaire la semaine dernière. Bâti sur 3 grands principes, anticiper, adapter, accompagner, ce projet de loi est un texte de compromis qui propose des choses intéressantes sur la gouvernance, la revalorisation des plans d'aide à domicile, le logement. La question des aidants est aussi abordée et nous le saluons. Une enveloppe de 80 millions d'euros a été prévue pour financer une semaine de prise en charge d'une personne dépendante afin que ses proches puissent souffler. Cela correspond à environ 160 000 aidants soutenus. C'est un bon début, mais ce chiffre est à comparer aux 4,3 millions d'aidants familiaux actuels qui répondent le plus souvent seuls aux besoins de leurs proches. 2 aidants sur 10, soit environ 690 000 personnes, ressentent aujourd'hui une charge importante, synonyme de fatigue morale ou physique. Parmi eux, 56% déclarent que le fait d'aider affecte leur santé. Ils sont également 18% à déclarer avoir renoncé au cours des 12 derniers mois à des soins alors qu'ils en ressentaient le besoin. Presque un aidant sur 2 est atteint de dépression au bout de 2 à 3 ans. Et les études ont démontré que 30% des proches qui accompagnent une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer décèdent avant elle. Le chemin à parcourir reste encore important sur le sujet et les aidants sont un des défis de notre politique publique du vieillissement. Le financement de ces mesures est assuré par la CASA, payée par les retraités imposables depuis 2013. Elle rapporte aujourd'hui plus de 700 millions d'euros. C'est une taxe dynamique car les retraités sont de plus en plus nombreux. Impossible cependant de ne pas mentionner le détournement de plus de 1 milliard d'euros de cette taxe depuis son existence. Il est temps que ces montants servent leur cause initiale, c'est-à-dire celle du vieillissement. L'accompagnement du vieillissement de notre population doit être au centre de nos politiques publiques. Les chiffres sont éloquents. Selon l'INSEE, en France, en 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus, contre 12,6 en 2005, soit une hausse de 80% en 45 ans. Quant aux plus de 90 ans, qui sont 500 000 à l'heure actuelle, ils devraient être 7 fois plus en 2050. Si aucune mesure d'envergure n'est prise pour nous préparer au sujet du vieillissement, cette transformation démographique pourrait s'accompagner d'importants risques économiques, sociaux, comme la forte augmentation des dépenses sociales, des possibles conflits générationnels et une augmentation de la pauvreté chez les plus âgés. Pourtant, l'accompagnement du vieillissement est à notre portée, à condition de modifier nos modes de vie, d'habitat, de conditions d'emploi et de santé. C'est aussi une réforme culturelle. C'est ce que propose en partie ce texte, même si nous regrettons plusieurs de ces impasses, notamment sur le financement. Tous les acteurs de la politique publique du vieillissement sont unanimes. Nous sommes encore loin des besoins réels. Ce projet de loi n'apporte aucune réponse aux problèmes pourtant majeurs du reste à charge supporté par les familles et pour leurs proches accueillis en établissement. Le sujet est à venir et les financements avec. Je rappelle qu'une personne âgée en EHPAD doit sortir de sa poche entre 2 000 et 3 000 euros par mois, parfois plus, notamment en région parisienne, et que la retraite moyenne d'une femme, qui sont malheureusement le plus souvent celles qui sont concernées par le sujet, est de 1 000 euros. Vous avez décidé de privilégier le maintien à domicile, ce qui est compréhensible puisque les Français, lorsqu'on les interroge, disent vouloir rester chez eux le plus longtemps possible. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours envisageable. La maladie d'Alzheimer ou les maladies de dégénérescence cérébrale, d'une manière générale, nous contraignent souvent, lorsque l'état du malade se dégrade, à envisager l'admission en EHPAD. La prise en charge de ces malades est incomplète, notamment dans le cadre du 4e plan Alzheimer, présenté le 18 novembre 2014, intitulé « Plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ». Il déçoit aujourd'hui les associations concernées par sa mise en œuvre.
Le calendrier d'application est repoussé en 2016 et ce retard entraîne un décalage entre ces objectifs et la réalité sur le terrain. D'autant plus que l'enveloppe consacrée au nouveau plan Alzheimer est limitée à 470 millions d'euros contre 650 millions d'euros effectivement utilisés pour la mise en œuvre du précédent plan. Ce budget doit par ailleurs couvrir les besoins d'un plus grand nombre de malades dont l'accompagnement diffère dans la pratique. Donc, le financement global et cohérent de la prise en charge de la dépendance, pourtant capitale, est absent du texte, alors même que la charge supportée par les départements va s'accroître. Deuxièmement, rappelons en effet que le montant total de l'effort public consacré à la dépendance est estimé à plus de 22 milliards d'euros, soit 1,1% du PIB, principalement abondé par les organismes de sécurité sociale, par les départements et par l'État. Ce coût pourrait passer, suivant une estimation, à 30 milliards d'euros à l'horizon 2025, soit une hausse de près de 40% à venir en 10 ans, sans même augmenter les droits des personnes. Le financement de la dépendance, notamment de l'aide à domicile, est très fragile et nécessitera la création de nouveaux leviers financiers pour faire face à l'augmentation de la population. D'autant plus que ce texte augmente les droits, et notamment des plus dépendants, classés en GIR 1 et GIR 2, pour un montant de 375 millions d'euros annuels, et crée un soutien aux aidants par la création du droit au répit. Pour tout cela, le financement proposé se révélera très vite insuffisant, d'autant plus que les compensations actuelles de l'État pour les départements sont très en deçà des besoins. Madame la ministre, vous le savez, les départements sont particulièrement sollicités. Déjà en souffrance budgétaire, pris dans un effet de ciseaux redoutable et principaux contributeurs de l'APA, ils seront désormais les interlocuteurs pour les procédures d'autorisation. Confrontés à des mesures inflationnistes, ils vont avoir besoin d'une ingénierie, d'un personnel plus important pour l'examen des dossiers, pour l'entrée dans l'autorisation, pour la mise en place des CEPOM, pour le recalcul de tous les plans APA en cours. Pour mon département, ce sont 6 400 plans APA qui devront être rapidement recalculés et revalorisés. Dans les Ardennes, ces nouvelles charges inquiètent les services du conseil départemental. 500 000 euros calculés pour nous, supplémentaires, pour faire face à la nouvelle aide aux aidants, et 4,5 millions d'euros supplémentaires pour la réévaluation des GIR en année pleine. Actuellement, le département des Ardennes dépense 28 740 000 euros pour l'aide à domicile des personnes âgées dépendantes et n'est compensé qu'à hauteur de 9 290 000 euros. Avec l'application de ce texte, on constatera donc un surcoût de 5 millions d'euros en année pleine. En revanche, la compensation complémentaire issue de la CASA pour permettre de faire face à ces nouvelles dépenses est inconnue à ce jour, le mode de calcul également, comme nous ne savons pas non plus ce qu'il faudra prévoir pour le volet prévention, pourtant utile à mettre en place par le conseil départemental. Vous voyez, Madame la Ministre, ce sont des modifications très lourdes pour les départements. Quand pourrez-vous nous dire aux départements quelle sera la hauteur des compensations proposées? Que prévoyez-vous de faire pour soutenir l'ingénierie des départements, pourtant encouragés par l'État lui-même à faire des efforts sur les frais de personnel? Je voudrais aujourd'hui des réponses, des précisions pour éclairer les acteurs locaux qui auront à lire le compte-rendu de nos débats et à appliquer concrètement sur le terrain ce projet de loi. Entre contraintes économiques et exigences sociales, c'est vrai, Monsieur Sirugue, la voie est étroite pour trouver une bonne solution, alors que les départements sont déjà soumis à une réduction de leur dotation budgétaire et une compensation très dégradée de leurs dépenses sociales. Je veux à présent, avant de conclure, saluer également le travail constructif qui a été réalisé par Madame la Ministre, Madame Rossignol, et par son cabinet, et également les deux rapporteurs qui se sont succédés, Madame Pinville et Joël Huillier. Mais parce que la révolution de l'âge n'est pas dans ce texte de loi, le groupe Les Républicains s'abstiendra. Je vous remercie. Merci.